En attendant, l'Eurovision avec Johan Guillaume. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir Thomas, qui est, figurez-vous, le créateur de 12 points. C'est un podcast qu'on peut écouter un peu partout. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va super, merci. Mais merci de nous accorder quelques minutes afin de parler justement de ce podcast 12 points. La première question que j'avais envie de vous poser, d'où est venue l'idée justement de créer ce podcast autour de l'Eurovision ? On a créé ce podcast après la presque victoire de Barbara Pravi en 2021 qui a fini à la 2e place et on s'est dit qu'il y avait un credo francophone pour parler de l'Eurovision sur le média podcast qui n'était pas pris. Et de là, avec des amis passionnés du concours, on s'est mis derrière les micros et on a voulu parler du concours et surtout notamment évoquer tous les aspects qu'il peut y avoir en dehors de juste la chanson, à savoir les enjeux géopolitiques, de linguistique, de représentation étatique, économique aussi, enfin beaucoup de choses qui finissent en hic. Mais on a voulu vraiment essayer de vulgariser le concours de l'Eurovision pour le public francophone. Alors à vos côtés, on retrouve Vincent, Quentin et aussi très souvent Agathe et on peut dire que chacun a son propre rôle dans le podcast. Exactement, moi je tiens à cœur à avoir une émission avec des chroniqueurs qui apportent de la valeur ajoutée chacun et pas juste des avis téléphonés. Quentin est lui professeur de socio-économie et politique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc il nous apporte tout le savoir un peu historique et géopolitique dans le concours. Vincent, lui, est comédien, chanteur. On a pu le retrouver sur les planches de Spamalot au Théâtre de Paris récemment notamment. Il va nous apporter un peu plus de croustillant et d'analyse musicale sur les voix. Et Agathe, qui apporte une touche féminine au podcast, elle vient en non-connaisseuse du programme, en tout cas pour rapporter un peu d'équilibre là-dedans et de donner un peu un point de vue plus frais sur les analyses de l'Eurovision. Dans ce podcast, vous avez un ton franc, direct et des fois souvent cash. Oui, alors ça, je le dis beaucoup, nous sommes un podcast d'opinion et de divertissement. Ce qui plaît, et notamment dans le média podcast, c'est de pouvoir avoir une liberté de ton qu'on peut moins se permettre dans des médias généraux. Donc du coup, oui, effectivement, on aime à y aller. Après, en revanche, on est cash, mais on reste bienveillant. Ça va être des avis tranchés, mais jamais méchants. Et des fois, ça vous arrive de ne pas être d'accord et vous n'hésitez pas à en parler et en discuter entre vous dans le podcast. Ah, ça complètement, et c'est ce qui, je pense, fait aussi la richesse de l'émission, c'est qu'on n'est souvent pas d'accord entre nous sur ce qu'il y a d'appréciable ou pas à l'Eurovision, et tant mieux parce que je trouve que ça diversifie aussi et la richesse de l'émission pour l'auditeur qui va pouvoir se retrouver dans l'un ou dans l'autre présent autour des micros. Alors dans chaque épisode, un thème est apporté. Ça peut être la mode à l'Eurovision, la Suède à l'Eurovision, l'Eurovision vue de l'étranger. Comment sont choisis justement les thèmes ? Vous vous en parlez entre vous avant ? Comment ça se passe ? Alors, je suis en charge de la ligne éditoriale de l'émission et je définis moi-même les thèmes de manière arbitraire, je dois vous dire. Je cherche toujours à essayer de parler du concours en dehors des temps Eurovision sous des prismes, je dirais, journalistiques. Donc, je vais aller chercher des thèmes qu'on n'aurait pas déjà évoqués ou qui, moi, en tant que kidam, au début, m'intéressait de comprendre. On entend beaucoup quand on pose la question de l'Eurovision aux gens qui ne suivent pas le programme aussi assidûment que des fans, les mêmes questions, hein, pourquoi l'Australie participe ? Oui, mais les votes sont géostratégiques parce que les pays votent entre eux. Oui, mais tout le monde chante en anglais, donc c'est plus aussi diversifié qu'avant. Et à travers ces questions, finalement, je découle des thèmes et j'essaye d'ouvrir un peu le champ de connaissances autour du concours Eurovision de la chanson. Mais sont-ils inépuisables ? Alors, on est en saison 3 et je peux vous annoncer que d'ores et déjà, on va s'engager à une saison 4 l'année prochaine. Les thèmes sont soit récurrents, par exemple la géopolitique, on a fait 2 épisodes sur ce sujet parce qu'il y a des enjeux qui évidemment évolue aussi avec les tensions sur le continent. Donc, on a toujours de la matière à évoquer. Et puis, en revanche, pour les autres thématiques, l'économie, la linguistique, oui, je ne vous cache pas qu'une fois qu'on les a traités, on n'a plus besoin de les retraiter de la même manière. En revanche,
la richesse de l'Eurovision, c'est que l'émission étant récurrente chaque année, elle nous offre de la matière, de fait par sa régularité, pour pouvoir continuer à nourrir l'émission et avec des thèmes qui vont être, continuellement réfléchis et travaillés. 12 points se délocalisent de temps à autre, hein. Vous nous avez fait vivre notamment le concours en 2022 depuis Turin en Italie. Ça a été aussi le cas l'année dernière au Royaume-Uni. Vous ne reculez devant rien et toutes les occasions sont bonnes pour faire rayonner le concours un maximum. Exactement. En fait, je décline l'émission. En fait, je parle même d'émission, je parle même plus de podcast, vous voyez. Je décline le podcast en différents formats. On va avoir les formats classiques où effectivement on va développer une thématique avec des chroniques à l'intérieur de nos chroniqueurs qui vont diversifier le propos. Et puis on va aller chercher des thèmes, voilà, un peu de reportage. On va sur place, on va dans les coulisses, on va à Genève, on va par accréditation suivre le concours et puis interviewer les artistes. Donc le champ est assez large et avec toujours la même optique, vulgariser le concours et essayer de montrer au plus grand nombre que, en tout cas sur le public francophone, il peut être très intéressant à suivre. Quelle est pour vous la délocalisation qui vous a le plus marqué? Alors, le voyage à Genève dans les coulisses de l'Union européenne de radio-télévision, où on a eu la chance d'aller visiter les salles de serveurs, les coulisses de diffusion, en apprendre un peu plus sur les coulisses techniques qui sont même l'essence de l'Eurovision, puisque le programme a été créé autour de cette possibilité technique d'arriver à diffuser en direct un programme télévisé sur le continent européen, a été pour moi d'une richesse inouïe. Ça a été incroyable de voir le cœur même du système Eurovision à Genève. Ouais. Vous avez aussi de nombreux invités, de nombreux artistes qui viennent également parler de leur participation à l'Eurovision. Ça a été le cas pour Madame Monsieur, Marie-Myriam, et le dernier en date, c'est Musty, notre représentant belge. Ça signifie que le podcast est de plus en plus écouté, qu'il prend plus d'ampleur parce que les artistes viennent chez vous également. Exactement, et vous faites bien de le dire, le podcast prend de l'ampleur, et là où en saison 1, c'est vrai qu'il était plus difficile pour nous d'aller chercher des candidats aux interviews, aujourd'hui on a les agents d'artistes qui viennent nous contacter directement pour avoir un champ de discussion et de diffusion de leurs propos et de leur musique. Donc oui, on a reçu Musty récemment qui est adorable et pour qui, je vous ne le cache pas, on est très supportifs nous ici dans 12 points parce qu'on adore la chanson et on espère vraiment que la prestation sera à la hauteur de la version studio. Et il y a aussi des reporters et notamment une reporter belge. Oui, on a Clem qui a un petit compte Instagram qu'on supporte avec grand plaisir qui s'appelle Clémovision, qui est une passionnée de l'Eurovision et qui a beaucoup de bonnes réparties et de bonnes anecdotes. J'invite tout le monde à la suivre sur Instagram, Clémovision, qui vient nous donner un peu voilà, le live dès qu'il y a une nouveauté en Belgique. On l'appelle, on cherche à connaître un peu aussi les tenants, les aboutissants de l'Eurovision en Belgique, comment les choses sont perçues sur place, et donc elle nous fait un peu le plaisir d'être notre antenne locale en direct de Bruxelles. Mais restant sur l'idée de pouvoir être un média francophone, j'aspire aussi demain peut-être à avoir des candidats qui pourraient être nos correspondants au Luxembourg, en Suisse, Ouais, dans différents territoires. Dites-moi Thomas, vous et le concours de l'Eurovision, il a commencé il y a seulement quelques années. Cette passion, elle est née comment? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Alors, pour être très honnête avec vous, je découvre cette passion avec cette émission. Moi, j'ai voulu créer un podcast car je suis un fan de la radio et en ayant créé quelques-uns dans les années avant Covid, j'avais jamais vraiment trouvé un sujet suffisamment niche et qui me permettait d'aller développer tout un pan de radio, à savoir des tables rondes, des interviews, des analyses, parler de tout un tas de champs. Et l'Eurovision a coulé de source quand, je vous dis, on a les médias français qui ont commencé à vraiment s'intéresser suite à la victoire, à la position deuxième de Barbara Pravi pour la France en 2021, et de me rendre compte que sur ce créneau-là, aucun média n'en parlait suffisamment comme moi j'aurais voulu l'entendre à l'époque. Et de là est né 12 points. Quelle est pour vous la recette gagnante pour qu'une chanson gagne le concours de l'Eurovision, selon vous? Ah bah alors ça, si je l'avais, autant vous dire que je la revendrais très cher, comme le dit un de mes amis.
Malheureusement, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'une chanson peut gagner une année et pourrait ne pas gagner une autre. La première, c'est qu'évidemment, il faut que l'artiste l'interprète, il faut que l'artiste sur scène ait envie de transmettre le message de cette chanson. Ça, c'est un des grands points clés. La deuxième, le genre, ça va être de s'inscrire dans un moment. On a pu voir des ballades gagner à l'Eurovision en 2018, par exemple, avec le Portugal, parce que ça a apporté une respiration dans beaucoup d'eurodance et de boom boom. On a des chansons qui vont être très, très pop, comme Lauryn l'année dernière, qui ont gagné parce qu'elles étaient calibrées pour passer en radio et a été très supportée par aussi toute la sphère Eurovision parce qu'elle revenait sur la scène. Il n'y a pas de recette miracle vraiment. Je pense que c'est un moment et globalement, je pense que ce qu'il faut avoir en tête quand un pays ou quand on participe et qu'on suit cette Eurovision, il faut plus le voir comme une grosse fête européenne que comme un concours sur lequel on cherche à marcher dessus les uns les autres pour obtenir la première place. Le fait de pouvoir être tous ensemble dans la fête, je pense que c'est déjà gagné pour n'importe quel artiste. Cette année, la France est représentée par Slimane avec sa chanson Mon amour. C'est un bon choix selon vous? Alors, c'est un choix doublement stratégique pour la France, clairement, d'un point de vue français, c'est l'opportunité pour les médias français de montrer que des grandes stars peuvent participer à l'Eurovision sans avoir honte de participer à l'Eurovision. Et ça uplift clairement le concours à l'échelle nationale. Vraiment, ça contribue à sa notoriété. Et pour ça, c'est un vrai game changer, comme on dit en anglais. Deuxième point, la chanson est quand même relativement très bonne. Nous, on l'apprécie beaucoup. C'est une ballade. Cette année, il y a peu de ballades sur le concours. Dans cette programmation, elle peut effectivement créer la différence. De là à gagner aujourd'hui, je ne m'aventurerai pas à faire de tels pronostics pour m'être brûlé les ailes à de nombreuses reprises. Mais en tout cas, c'est un plaisir et c'est une chanson qui marquera l'Eurovision de 2024, ça c'est certain. On sent que la France veut gagner. C'est vrai que Slimane a été présenté très tôt, en novembre dernier. C'était la première chanson pour 2024 et ils font un max de bruit pour Slimane. On a l'impression que France Télévisions se réveille d'année en année. Alors, il est vrai que depuis qu'il y a eu un changement à la tête de la délégation française et que Alexandra Redamiel en a pris le lead, il faut avouer, il faut reconnaître que France Télé s'est transformée. Je pense que ça fait aussi écho au fait que Delphine Ernotte, la directrice de France Télévisions, est la directrice de l'Union européenne de radio-télévision. Et ensemble, elles ont l'objectif de faire gagner la France, clairement. Et c'est une machine qui prend du temps parce que l'image de l'Eurovision en France a été clairement érodée par la ringardise des propositions des années 2000. Et donc, il a fallu redonner la confiance du programme à l'audimat français. Et pour ça, bah oui, c'était un travail de longue haleine qui a été voilà, vraiment réfléchi et travaillé depuis sortie de Covid, quoi, vraiment. On parle de ce concours de l'Eurovision qui, depuis quelques années, est de moins en moins regard et le show est quand même vu encore par plus de 160 millions de téléspectateurs. Alors, entièrement, et ce depuis les prémices. Le prisme qu'a l'Eurovision entre nous, nos territoires, et les territoires nordiques ou latins, par exemple, du sud de l'Europe, n'a rien à voir. C'est des institutions. Le concours est une institution en Suède, en Norvège, au Danemark, et en France, c'est quelque chose qui est peu regardé. Peu regardé pourquoi? Parce qu'il souffre effectivement d'une image de ringardise, et à juste titre, parce que quand on regarde les émissions des années 2000, c'était un peu que des René Lataupe et des choses comme ça qui prenaient part sur la scène. Là, il y a une vraie transformation du concours qui s'est opérée depuis, je dirais, une dizaine d'années, et notamment la participation de Conchita Wurst qui a fait gagner l'Autriche en 2014, avec un réveil des consciences sur, ok, c'est une plateforme avec près de 200 millions de téléspectateurs qui peuvent transformer à la fois la vue d'un pays et à la fois une vie d'un artiste. C'est un concours dans lequel on met énormément d'argent, qui rayonne de plus en plus avec les réseaux sociaux à l'international, au-delà de l'Europe. Du coup, aujourd'hui, les délégations font la course à celle et celui qui viendra
présenter le plus bel aspect de ce qu'un pays est capable de proposer. Les délégations, et ça a commencé par elles, ont commencé à vraiment s'impliquer dans le jeu. Vous avez vécu l'Eurovision plusieurs fois sur place. C'est vrai que ça doit être incroyable comme ambiance. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans la ville où est organisée l'Eurovision? Alors ça, pour être honnête, je pense que c'est difficile de le concevoir tant qu'on ne l'a pas vécu. Je l'ai vécu à Turin en 2022, à Liverpool l'année dernière en 2023, et là je m'apprête à aller en Suède pour couvrir le concours. C'est juste démentiel, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte de ça, mais en fait la ville hôte se transforme à ce moment-là comme vraiment une ville d'accueil de l'Eurovision pendant une semaine, voire 2. Toutes les rues sont brandées Eurovision avec des fanions. Tous les bars diffusent des musiques Eurovision. L'Europe est au rendez-vous. Les touristes sont tous européens avec leurs drapeaux dans la rue. Les gens se prennent à bras dessus, bras dessous, chanter les chansons des uns des autres. C'est une ambiance de festival à l'échelle d'une ville. Il y a des scènes de musique dans tous les sens. Il y a des écrans géants, des fan zones qu'on appelle l'Eurovision Village, avec de quoi se restaurer, de quoi boire tout en regardant l'Eurovision, entendre des artistes venir se produire sur scène dans des parcs. Enfin, c'est démentiel. C'est une ambiance familiale, festive, très festive. Et à l'inverse de toute compétition sportive, le mot compétition n'existe pas en fait à l'Eurovision quand on la vit sur place. C'est vraiment le plaisir d'être ensemble qui m'a vraiment frappé et m'a fait me dire oui, ok, on a choisi un bon sujet à traiter, c'est vraiment agréable. Et vous êtes en direct de Malmö pour nous proposer, via le podcast 12 points, eh bien, les coulisses et l'atmosphère qu'il se passe là-bas. Exactement. Alors, c'est que généralement, on va aller essayer de recueillir à chaud des états de la délégation française ou d'autres délégations qui seraient disponibles pour répondre à nos micros. Et après, ça va être un débrief 24 heures après le concours, à chaud, dans la ville, comment le concours a été vécu sur place, comment les choses se sont passées et ce qu'on a pensé, nous, du classement final. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à transmettre, à travers le podcast, au mieux possible, l'ambiance de l'émission et en tout cas du festival qu'est l'Eurovision sur place. Et quels sont les retours que vous avez justement des auditeurs qui écoutent le podcast? Aujourd'hui, je suis très satisfait parce que notre auditorat est assez éclectique. On a des gens fans du programme, évidemment, c'est les premiers et on les adore et on les salue parce que ce sont ceux qui nous plébiscitent aussi et qui nous permettent une meilleure découvrabilité. Mais on a de plus en plus de gens qui ne connaissent rien à l'Eurovision, ou en tout cas par le succès de Loreen, par le succès de Slimane, par le succès de Maneskin, veulent s'intéresser au sujet et nous écoutent et nous envoient des messages en disant ah, c'est incroyable, vraiment, on s'amuse avec vous et en même temps, on en apprend sur le concours. Et ça, c'est une vraie découverte, c'est un vrai plaisir. Et pour moi, c'est la plus belle des victoires. Eh bien, un grand merci, Thomas, d'avoir été avec nous avoir parlé justement de ce podcast 12 points qui nous fait vivre le concours de l'Eurovision comme personne. On peut vous retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes. Exactement, 12 points avec le chiffre 12 sur toutes les plateformes de podcast. Et puis, si vous voulez voir où est-ce qu'on se trouve de manière plus facile, 12.podcast.com. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre passion et justement avec grand plaisir. Et nous avoir expliqué ce podcast 12 points. On vous souhaite un très très bon concours Eurovision. Ne soyez pas trop déprimés après, parce que je sais bien que vous avez un peu le blues quand tout est terminé, mais ça continue quand même. Avec grand plaisir. Et pour tous ceux qui ont le blues post-Eurovision, n'hésitez pas à continuer d'écouter 12 points, car des épisodes continuent après l'Eurovision malgré tout. En tout cas, merci pour l'invitation et puis bonne Eurovision aussi à vous et que les meilleurs gagnent. Merci beaucoup Thomas. Bonne soirée.